nous revoilà pour la 30e émission de Bug, votre podcast préféré, on l'espère, sur les séries et sur les films. Alors, Bug, c'est toujours cette équipe composée de moi-même, je suis Alphonse Dadès, salut tout le monde. Je suis accompagné de Grumpy Seb, salut Seb. Salut. Et je suis le troisième larron, et donc qui nous accompagne, Sébastien, salut Bastien. Hey, salut à vous les œufs de Pâques. Alors, vous êtes bien empiffrés de chocolat jusqu'à en chier du Bundy? Eh ben bravo. Oui. Donc effectivement, nous enregistrons aujourd'hui ce dimanche 1er avril. Donc il n'y aura pas de blague dans cette émission. Si on préfère vous prévenir tout de suite, nous on aime bien prendre le contre-pied de tout le monde, des institutions et compagnie. L'émission est une blague en soi de toute façon. Et la vie est une blague, comme dit le comédien dans Watchmen, donc entre autres. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons encore un fabuleux programme qui nous attend, chers auditeurs. Nous avons le dernier Steven Spielberg qui sera passé à la moulinette. Je l'ai nommé bien entendu Ready Player One, qui est dans nos salles depuis mercredi. Et nous ferons un petit détour par la fabuleuse saison 11 de X-Files, la série créée par Chris Carter. Donc voilà, nous aurons aussi peut-être quelques surprises au cours de l'émission, nous verrons bien comment tout cela se présente. Mais nous préférons te prévenir, cher auditeur, il y a moyen que nous fassions très long aujourd'hui, donc installe-toi confortablement dans ton canapé. Tu auras peut-être aussi une petite séance d'ASMR pour te relaxer en fin d'émission. Alors pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est l'ASMR, je vous laisse découvrir via Google. Mais peut-être que vous aurez une petite surprise de cet ordre-là en fin d'émission. Voilà. Donc, Ready Player One, je crois que Bastien et Seb vont le décortiquer. Donc je vais laisser la parole à qui de droit. Messieurs, allez-y, faites-vous plaisir. Bah, je vais commencer. Je sais pas, Bastien, si t'as un truc. Vas-y. Ok. Bah, je vais faire en vitesse parce que tout le monde en parle et que ce soit en bien ou en mal, finalement, quasiment tout a été dit. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter, mais comme j'ai tendance à penser que mon avis a de l'importance, alors je jette ma petite pierre dans le grand lac qu'est Internet et je tente les ricochets. Bref, Ready Player One, soit le meilleur film de l'année, peut-être même de la décennie et très certainement du siècle. Un game changer, comme on dit. Il y aura un avant et un après Ready Player One. Ou pas en fait, hein. Peut-être que c'est juste un excellent film, mais qui ne répond à aucun critère cité plus tôt. Je sais pas, hein, je ne fais que répéter ce que l'élite absolue me dit depuis 2 semaines. Bon, j'arrête de faire le compromis, j'en remettrai une couche à la fin, mais d'abord, on va parler Ready Player One, parce que c'est quand même Steven Spielberg. Même quand il rate en partie son coup, ça donne hook. Et bien que le film est pas mal décrié, bah moi j'aime bien malgré les décors du pays imaginaire qui manquent d'envergure, entre autres défauts bien entendu. Mais là pas de ça, gros univers, puisque le film allie cinéma en prise de vue réelle et performance capture, et nom de Dieu, quand on voit ce que Spielberg nous avait livré avec Tintin, niveau mise en scène, imaginez un peu. Donc, Ready Player One se déroule en 2045, et c'est caca tout plein. Le monde va mal, mais il existe l'oasis pour échapper à tout ça. Un monde, que dis-je, un univers de réalité virtuelle dans lequel on peut à peu près tout faire et créé par un fou de pop culture, James Hallyday, qui, oh surprise, a un héritage allégué. Car après son... J'espère que cette blague sera comprise. Mais je te jure que j'étais super content de ma blague et puis ce matin j'ai ouvert Twitter et quelqu'un l'a faite. Ah bâtard. Ça m'a dégoûté. Parce que je l'avais pas vu passer depuis. Donc voilà, je suis un peu déprimé. Donc voilà, depuis que James Hallyday est décédé, il a révélé qu'un easter egg se trouvait dans le jeu et que celui qui le découvrira héritera de sa fortune ainsi que de sa société. Pour ce faire, il faut trouver 3 clés, mais avant ça, faut aussi trouver les clés et c'est le secret que nos héros vont tenter de percer. Tintintin. Un bon gros morceau de la promo du film a été fait autour des références à la pop culture. Le premier trailer nous balançait le géant de fer après à peine une poignée de secondes, et personnellement j'ai eu une petite érection. Et se terminait avec la DeLorean. Donc forcément ça titille pas mal. Mais voilà, Ready Player One n'a pas besoin de toutes ces références. Je pense même qu'il aurait gagné à ne pas les avoir, à ce que l'Oasis soit un monde unique, qui lui est propre, tel un vrai jeu vidéo. Comme ça, on n'aurait pas à supporter ces histoires de nostalgie qu'on nous balance pour critiquer le film. Parce qu'au final, à part croiser Robocop ou Lara Croft et 1001 autres personnages cultes, il n'y a rien de bien excitant à ce niveau-là. Si tu clignes des yeux au mauvais moment, tu les rates. D'ailleurs, il y a sûrement à côté de Robocop, comme je le disais, où tu le vois, que t'as pas vu parce que t'étais focus sur un autre. Ça crée une sorte de jeu. Tu la vois ma référence, mais franchement, on s'en cogne quoi. Ça n'a aucune valeur en soi dans le film. C'est au niveau des dialogues que ça peut parfois coincer. C'est par moments un peu lourd, mais c'est vraiment du pinaillage parce que ça n'intervient pas tant que ça. Sinon sur 2 ou 3 scènes. En fait, c'est le bouquin d'Ernest Cline qui joue à mort sur les références plus que le film. Parce que voir Robocop passer, c'est voir Robocop passer.
on n'en parle pas, ça se produit juste et on passe à autre chose. Le bouquin, c'est différent, c'est du name dropping à tel point que ça devient insupportable à lire. Il y a un chapitre où le héros parle de ses films préférés. Et les mecs, c'est 2 pages où il n'y a que des titres de films. Moi aussi, je peux écrire un bouquin de 400 pages comme ça, c'est super facile. Donc voilà, le bémol du film, ce qui faisait qu'on pouvait craindre le pire. Ready Player One, le livre, au final, il a beau avoir une histoire sympa, c'est jamais que le Twilight des geeks. Niveau écriture, c'est le même niveau. C'est de la merde, quoi. Du Marc Lévy ou du Guillaume Musso fun. Mais du Marc Lévy ou Guillaume Musso à lire quand même, ça pique les yeux. Mais là où on pouvait être confiant, c'est que cette histoire fun allait être cette fois racontée par quelqu'un qui sait raconter une histoire. Avec un vrai langage cinématographique. Non seulement un pro, mais carrément un génie de l'image. Mais Spielberg ne se contente pas de ça. Oh non, son Ready Player One est son Ready Player One. C'est une adaptation pure et simple, dans le sens où le mot adaptation n'est pas à comprendre par transposition. Il y a beaucoup de changements effectués par rapport au livre, et tout est mieux. Le gars a pris beaucoup de liberté, rendant des hommages qu'il n'y a pas dans le livre, le plus gros étant à Stanley Kubrick, son idole. Et il fait tout ça avec sa maestra habituelle. Et ce, même avant d'entrer dans l'Oasis. Tout ce qui est en prise de vue réelle, pour rappel, c'est par le mec qui a fait Minority Report. On est sur le même niveau de qualité en termes de mise en scène, voire même bien au-delà. Mais dès qu'on entre dans l'Oasis et qu'arrive la capture, le génie du mec est lâché. C'est un grand réal à n'en pas douter, mais libéré de toute contrainte gravitationnelle, entre autres. Je vous rappelle à ce plan séquence monstrueux de Tintin. Ici, c'est encore plus fort. Ready Player One, c'est une orgie visuelle. C'est 2h20 où tu ne vois pas le temps passer. Et j'exagère même pas. Ça faisait très longtemps, et je compte en années, que je n'avais pas si peu ressenti la durée d'un film. Donc non, le film n'est pas le plus grand chef-d'œuvre de la décennie, comme certains excités peuvent le dire. Mais voulait-il seulement l'être? Je pense pas. Je pense que Spielberg voulait s'éclater et nous emmener avec lui. Mission réussie parce que le film est excellent. C'est du divertissement haut de gamme. J'ai pu lire, ci et là, le film est comparé à Mad Max Fury Road de George Miller. Mais pour moi, c'est faux. Pour moi, la comparaison à faire est avec Pacific Rim de Guillermo del Toro. Fury Road, c'est une œuvre qui prend 30 ans de cinéma d'action et le sublimait. C'est un film somme. Ready Player One n'est pas un film somme. Mais comme Pacific Rim, c'est une déclaration d'amour faite avec Maestra. Cette Maestra étant le plus qui manque cruellement dans les blockbusters. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit truc parce que je lis la presse US un petit peu. Et c'est hallucinant à quel point les mecs sont assez durs avec le film. Je veux dire, tu leur mets, prenons le dernier Thor ou Black Panther, ils sont « c'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça !» Et puis derrière, tu leur balances Ready Player One, ils font « ouais, bof !» Et je trouve ça assez hallucinant. Donc la plus belle scène de Pacific Rim, pour revenir sur cette comparaison, c'était le flashback autour de Mako et de l'attaque de Kaiju lorsqu'elle était enfant. Pour Ready Player One, c'est lorsque Hallyday devient Spielberg, ou inversement, et s'interroge sur ce que les gens retiendront de lui après sa mort. C'est la scène la plus importante de chacun des films, car sous leurs airs de gros blockbusters qui envoient du lourd, il y a surtout un cœur et il est là. Donc monsieur Spielberg, je sais que vous nous écoutez. Sachez qu'avant même votre mort, ce qu'on retiendra de vous, c'est votre générosité, votre bon cœur et surtout les rêves que vous nous avez offerts. Big up Steven, on t'aime gros. Fait intéressant, c'est que Ready Player One comme Pacific Rim sont 2 œuvres qui, si elles avaient un tout autre nom pour réalisateur, se feraient lyncher par une grosse partie de ses défenseurs se pensant être l'élite de la critique. Il n'y a qu'à voir les réactions des adeptes de ce terme à la con, que je déteste profondément, qui est cinéma doudou. On nous dit que ce n'en est pas sans vraiment expliquer pourquoi. Peut-être parce que si le nom de Zack Snyder apparaissait à la place de celui de Steven Spielberg, alors nous serions dans le cinéma doudou. C'est marrant, parfois le cinéma, on voit ce qu'on a envie de voir selon nos goûts en fait. Un peu comme le spectateur, il devient intelligent et formidable quand il fait d'un film qu'on aime un succès. Le gars qui va voir Avatar est génial, par contre, s'il va voir du Marvel, c'est un con. Messieurs, pour arriver à 2 milliards au box-office, désolé de vous décevoir, mais le Gus, c'est le même. Parce qu'elle est là la force de l'imaginaire. Et certains ont encore cette capacité d'émerveillement qui va au-delà d'un simple nom. Chez moi, on appelle ça de la posture. Parce que le fameux spectateur qui va aller voir Ready Player One et l'aimer, il s'en fout de tout ça. D'ailleurs, fun fact, on tombe complètement dans le cinéma doudou dont il parle, puisque durant la vision du film, un charmant monsieur derrière moi, incapable de fermer sa putain de gueule, ne pouvait s'empêcher de se satisfaire d'avoir vu une référence qui n'était pas directement citée. Bon, il en a raté 1 milliard, mais je vais pas me plaindre, puisque du coup, il fermait bien sa gueule la majorité du temps. Putain. Bon, là je pars en digression, mais comme j'ai dit au début, je vois pas quoi ajouter qui n'a déjà été dit, et surtout je pense qu'il va me falloir quelques visions pour bien digérer la chose.
comme c'était le cas pour Fury Road, si vous voulez un rapprochement avec le film qui fait sens. Bref, le public, il a bon dos. Parce que quand je lis des trucs du genre « J'ai envie de vivre dans l'Oasis, le monde réel est nul », bah mec, t'as rien compris au film. Perso, je suis anti-analyse, réponse à tout. Pour moi, on a le droit de voir ce qu'on veut dans un film. À mon sens, une œuvre n'appartient plus à son auteur lorsqu'elle est offerte au public, mais au public lui-même. Mais parfois, tu lis un truc de 4 pages pour te dire quoi penser, puis si tu demandes à l'auteur, il te dit « Non, en fait, je trouve juste ça fun ». Donc le gars et son analyse tout aussi condescendante que lui, voulant qu'il ait raison alors que toi, bah t'as tort, bah va chier, bonhomme. Mais là, pour le coup, c'est clairement dit. On te dit de te déconnecter, d'apprécier un peu plus la réalité. C'est de ça dont je parlais quand je disais que Spielberg et Hallyday se confondaient. C'est ça l'easter egg dont les héros sont à la recherche. Bref, revenons à nos moutons pour une conclusion. Je disais que Ready Player One n'avait pas à être comparé à Mad Max Fury Road mais à Pacific Rim. Et malgré tout, ces 3 films ont quelque chose en commun. C'est le terme d'orgie visuelle que j'ai employé un peu plus tôt. Ça, ils le partagent tous. Ready Player One est le type de film qui fait plaisir à ta rétine. C'est ultra jouissif, mais c'est surtout ultra bien fait. Moi, perso, je suis aux anges. Respire. J'espérais qu'à un moment, vous allez intervenir pour que je puisse prendre une gorgée d'eau. On pouvait même pas. Prends-la maintenant. J'ai bu pour toi. Merci. Ouais. Faut quand même remettre en perspective que l'ami Steven, donc qui sort quand même de... Bon là, il y avait Pentagon Papers qui était sorti en début d'année, qui avait pas mal marché, même qui avait été bien reçu, pas de souci, mais que les dernières années, c'était pas la même chanson et qu'il fallait qu'ils se remettent un peu dans le game, comme on dit, parce qu'il y avait eu quelques déboires, on peut citer Le Bon Gros Géant, Que j'aime beaucoup. qui avait quand même laissé plutôt froid le public. Enfin voilà, on va dire que sa décennie 2010 n'a pas récolté les mêmes suffrages que la décennie précédente. Enfin, je crois pas. Alors que je trouve qu'il est quand même, en termes de mise en scène, vraiment à son summum, quoi. En même temps, quand tu sors dans la... Alors si je me trompe pas, dans la décennie 2000, il y a quand même Minority Report, il y a quand même il y a Munich, il y a quand même de gros morceaux. La guerre des mondes. Voilà, il y a quand même des très gros morceaux de sa filmo qui est dedans, quoi, ça c'est clair. Ok, donc Ready Player One, voilà, mais Bastien, est-ce que tu peux nous en toucher j'ai des choses deux à mots? ajouter. Vas-y. On va commencer par une petite punchline, comme vous les appréciez. Moi, je me suis surtout dit en sortant de ce film, c'est pas tous les jours qu'on a l'impression de se faire astiquer par un monsieur de 71 ans et pendant plus de 2 heures et d'en sortir plutôt content. Polanski et Woody Allen approuve. C'est ça. Mais Alors, c'est ça qu'ils devraient mettre sur l'affiche du film. Content de retrouver l'ami Spielberg à ce niveau-là, parce que je commençais un petit peu à en avoir marre de tous ces films de prof d'histoire géo qu'il nous faisait depuis un petit moment. Donc là, il revient enfin aux affaires de l'entertainment pour notre plus grand plaisir. Hein. Il faut le dire, vous l'avez bien compris. C'est le patron, quoi. C'est le patron. Et tu te dis, surtout, le mec, quand même, il a 71 balais et faire un film quand même comme ça, c'est avec autant de patates, d'énergie, c'est quand même incroyable. Ça m'a rappelé Scorsese quand il avait fait Hugo Cabret, pareil, où je m'étais dit, waouh, c'est d'une modernité, c'est d'une une réflexion sur le passé et tout est bien mis en place et il frappe à chaque fois au bon endroit. Parce qu'il faut le dire que le film est extrêmement moderne. T'as des références genre à Minecraft, à Twitch, et tu te dis que les mecs qui ont entouré Steven Spielberg, ils ont quand même bien le briefé, parce que j'ai quand même du mal à croire que Spielberg soit autant alerte de toutes les choses comme ça récentes. Sauf que ça tombe un peu à l'eau ce que je vous dis là, parce que avant de commencer l'émission, j'ai vu une interview de lui où le mec parle donc... Bon, c'est des trucs qui datent quand même, mais il parle très bien de Akira, de Bucaro Banzai, de Lara Croft. Et il se gourre pas dans ce qu'il dit, donc on sent que le mec quand même maîtrise son sujet. Mais je pense que tout le monde y a été un petit peu de sa petite patte dans les références. Mais ça n'empêche pas justement que la grande force aussi de tout ça, c'est que Spielberg, il le fait de façon extrêmement personnelle. C'est très Spielbergien dans le film. Et donc ça donne pas du tout une impression d'opportuniste. Le mec, tu sens qu'il est au-dessus de ça, qu'il maîtrise parfaitement le sujet, notamment par cette mise en scène dont Seb vantait les mérites et qui est effectivement encore incroyable.
le mec, il te fait ça tellement facilement en plus, c'est déconcertant. Moi, j'ai déjà tout le début du film, quand tu vois le personnage principal qui descend de son habitation, t'as des mouvements de caméra et tout, c'est bluffant d'avoir ça. Tu vois ça comme du petit lait, hein, ce qu'il est en train de te faire à la caméra. D'ailleurs, je me demandais si dans cette partie, en fait, t'étais pas déjà dans la performance capture, Ouais. mais apparemment non, quoi. Donc, c'est vraiment comme je disais, quoi. C'est le mec qui a fait Minority Report, mais puissance 1000, quoi. Et puis, tu te dis aussi pendant le film qu'en fait, il n'y avait que lui qui pouvait faire ce film-là. En fait, il n'y a que lui qui avait la légitimité de faire toutes ces références, sachant ce que lui déjà a apporté à toute la pop culture depuis des années. C'est clair que ça aurait été un autre réal, tu parlais de Zack Snyder, mais n'importe qui aurait fait ça, il se serait fait incendier, je pense. Et là, avec Spielberg, en fait, tout passe parfaitement parce qu'en plus, il le fait avec beaucoup de qualité. Et c'est pas un gloubi-boulga numérique de référence de pop culture, c'est extrêmement limpide et cohérent. La richesse, tu le disais, visuelle est incroyable, tu ne vois pas tout au premier coup d'œil. Tout à l'heure, on en parlait avant l'émission. Selon certains plans, on n'a pas forcément eu l'œil sur le même personnage, donc il y a des références qu'on ne voit pas forcément pareilles. Et il faut dire aussi, moi, ce que j'ai été époustouflé, c'est au niveau des effets spéciaux du film. Il est extrêmement réussi à ce niveau-là. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ça fonctionne pas trop. Les SFX sont incroyables. Je sais pas qui est derrière, mais pour le coup, il faudrait en parler un petit peu plus, parce que des fois, on vante les mérites de trucs que tu te dis, bah pourquoi ? Bah, ça doit être ILM, non? Enfin, faut vérifier, j'imagine Ouais. que ILM doit être une partie derrière, au moins. Parce que même là, en plus, Seb me disait qu'apparemment le film n'a pas coûté extrêmement cher. Donc, c'est vrai. 75 millions, apparemment. ouais. Ouais, mais c'est une des qualités de Spielberg aussi, hein. C'est toujours de tirer le maximum de son budget, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup d'égal dans le cinéma contemporain, quoi. Parce que du coup, dans les arrière-plans, t'as plein de choses à voir. Et puis, il faut dire que les scènes d'action sont absolument incroyables. La course-poursuite en bagnole, qui est la première gros morceau du film. Mama, le truc, t'es aux anges, hein, parce que donc tu passes, tu commences, t'es dans une DeLorean, donc une DeLorean pour moi c'est toute mon enfance. Après t'avances, donc toi tu me disais qu'il y avait la voiture de Mad Max, tout ça je les ai même pas vus, hein, mais t'as la moto d'Akira qui apparaît, t'as un dinosaure de Jurassic Park, suivi du King Kong, et en plus ça c'est extrêmement intelligent de passer du T-Rex au King Kong, parce que Spielberg est bien conscient de ce qu'il doit aussi à tout ce cinéma-là, puisque en fait le cinéma ne fait que se répéter dans des codes et dans ses figures, et donc Jurassic Park c'est un petit peu, enfin King Kong c'est l'ancêtre du coup de Jurassic Park. Oui, d'ailleurs, dans The Lost World, donc Jurassic Park 2, la partie où le T-Rex c'est je crois que c'est San Diego ou un truc comme ça, c'est clairement Spielberg qui refait son King Kong, quoi. Ouais. Et même le mec donc s'autocite carrément des fois dans le film, et ça aurait pu paraître extrêmement prétentieux, et en fait Dans le bouquin il est très 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 cité, donc il a déjà coupé plein de trucs, quoi. Ouais. J'ai aussi beaucoup apprécié la séquence, donc tu disais Shining du film, qui est extrêmement aussi forte, parce que là tu revois donc carrément les séquences du film mythiques qui sont revisitées dans le film, et tu t'y crois carrément. Et moi pour le coup j'avais pas été spoilé sur cette séquence là, Moi non plus. donc je l'ai pris en pleine poire. Après il faut dire que le film ne va pas plaire à tout le monde, je pense. C'est quand même un film extrêmement ciblé pour un public. Il faut quand même bien connaître, je pense, l'univers du jeu vidéo et aimer un peu ça, parce que c'est quand même très référencé sur les codes du jeu vidéo. Donc je pense que passé 40 ans, le film va pas trop plaire. Donc on avance. Ouais, je te coupe un petit peu. Ouais. C'est ce que je disais, quelqu'un dire ouais, c'est finalement pas tant un film qui référence le cinéma plus le jeu vidéo, mais oui, évidemment, ça se passe dans un jeu de réalité virtuelle. Il y a un moment, c'est forcément logique que ce soit plus porté sur les jeux vidéo que le cinéma. C'est complètement logique. Et d'ailleurs, Ready Player One profite pour prouver une nouvelle fois que les meilleurs films sur l'univers du jeu vidéo ne sont pas des adaptations de jeux vidéo.
comme Scott Pilgrim l'était avant lui, par exemple. Après, il faut quand même qu'on égratine un petit peu tout cela, donc je vais m'y coller. Parce qu'il y a quand même une T'es limite. pas obligé, hein. Il y a des choses à redire quand même. Ça nous fait du bien, ça nous fait du bien. Vas-y. Voilà. La limite du film pour moi déjà, c'est les acteurs qui sont, faut le dire, pas exceptionnels. Justement, j'allais en parler des acteurs et après de la BO d'Alan Silvestri si quelqu'un veut en parler aussi. Justement, la BO d'Alan Silvestri est pas foufou. T'as l'impression que le mec il est resté vraiment bloqué à Retour à le futur et qu'il refait éternellement les mêmes sons. Non, Mais le thème de Predator et de Retour à le futur, c'est quasiment le même. Ouais, c'est ça. Le mec il refait tout le temps les mêmes musiques, quoi. Et d'ailleurs, si vous écoutez les BO de Retour au futur 1, 2 et 3, c'est interchangeable, à part le thème western. Je les trouve extrêmement... Le thème est absolument démentiel, on l'a tous en tête, c'est cultissime. Mais après, le reste, voilà, quoi, c'est pas non plus... Silvestri n'a jamais été un de mes compositeurs préférés, quoi. Moi, j'aime beaucoup Silvestri. Là, toujours, c'est pas le compositeur le plus fin du monde, ça c'est clair. Mais je sais que même, par exemple, je crois que j'en avais déjà parlé à l'époque dans l'émission, mais pour le score de Van Helsing, je trouvais qu'il s'était pas mal démerdé, le bouc. Mais le thème de Avengers est bien aussi. Ouais, quand il veut se sortir les doigts, il peut. Et surtout, pour moi, le gros bémol du film, en fait, c'est au niveau du scénar. Il y a quelque chose qui me chagrine. C'est en fait au niveau de la réflexion sur tout le sujet du film, qui est pas si incroyable qu'on pourrait l'espérer. Ça reste quand même sur des figures extrêmement classiques et très, très clichés, que tout le monde, en fait, parce que c'est un film universel, donc que tout le monde peut assimiler, confère le personnage donc de Hallyday, qui reste un gros puceau geek qui est pas capable d'embrasser une fille. Donc j'aurais aimé que Spielberg, au final, fasse parfois des choix un petit peu plus innovants et qui fasse preuve un petit peu plus d'audace et de culot, d'aller un petit peu ailleurs, notamment dans la morale finale du film, qui m'a un petit peu gâché le truc, parce que j'aime beaucoup la séquence avec Hallyday quand il s'en va, donc qui fait écho à la propre carrière de Spielberg. On sent que déjà le mec réfléchit donc sur ce que lui-même va laisser à la culture après sa mort, donc avec le merci d'avoir joué à mon jeu et compagnie. Et donc après on se retape donc la vieille morale de vieux con du film, qui, si j'avais dit comment allait se terminer le film avant de le voir, j'aurais dit en fait il va nous faire le coup de en fait la fiction, le monde imaginaire c'est pas si bien que ça, et c'est le monde réel qui est le plus important. Et c'est exactement là-dedans que l'ami Spielberg tombe à la fin du film, et c'était pas ce que j'avais envie de voir, cette petite morale de vieux papa. Écoute, le mardi et le jeudi il y aura pas de jeux vidéo, on va s'occuper des vraies choses de la vie. Donc j'aurais préféré que Spielberg aille dans une autre direction sur ce truc-là, qui s'interroge un petit peu plus à la limite sur la fiction, sur l'imaginaire, qui creuse un peu plus là-dedans. Parce que là, le final, je vous dis, je l'ai vu venir et ça m'a un peu pété les bolos. Mais du coup, il serait peut-être sorti du cadre du pur divertissement, et s'il avait amorcé, comme j'ai pas vu le film, je sais pas s'il y a un début de réflexion ou quoi que ce soit, j'imagine quand même que oui. Oui. Mais est-ce qu'il aurait pas alourdi le film en faisant ça moi j'avais proposé une fin limite, du coup je vais spoiler un petit peu. Il est pas trop tard, vas-y, propose-la. Moi j'aurais aimé une fin qui laisse au spectateur à l'interprétation, où genre à la fin on le voit tendre sa main sur le bouton de savoir est-ce que je vais éteindre totalement ou pas l'Oasis, et en fait tu ne sais pas s'il va le faire. Et moi j'aurais laissé genre un truc comme ça. On ne te dit pas forcément le choix qu'il faut faire. Je sens que Seb désapprouve ton idée. Non, j'aime bien, mais moi ça m'a pas dérangé plus que ça la fin où on te fait c'est un doublé quoi. C'est-à-dire qu'il te dit que l'imaginaire est extrêmement important, mais il faut pas la confondre avec la réalité. Je sais pas si j'en avais parlé dans Bug, mais pour moi c'est ça la différence entre un geek et un no-life quoi. Je pense que le no-life il est conscient de la réalité, mais il en a plus rien à foutre et il préfère se concentrer là-dessus, alors que parce qu'il est complètement frustré par cette réalité, alors que le geek lui il est toujours entre les deux quoi. Et c'est un peu ça le film qui nous dit, c'est-à-dire que le monde virtuel est absolument génial. Ce mec Wade, il s'est trouvé sa meuf et il s'est fait plein de potes grâce au jeu, mais derrière il y a la réalité, il faut pas l'oublier quoi.
Et puis pour conclure, en fait, malgré ces petites annotations négatives, il faut quand même dire que le film déchire sa race, c'est qu'il faut aller le voir, puisque là, Spielberg, il a tué le game du cinéma nostalgique doudou pour un petit moment. C'est quand même l'adaptation de Popcorn Garage, mais en film, quoi. Souvenez-vous de ce jeu vidéo. Dont tu avais fait une très belle chronique il y a de ça quelques émissions. D'ailleurs, j'en ferai peut-être une pour le futur, je sais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, parce que la partie dans le jeu vidéo est géniale et plein d'aventures, mais la partie dans le monde réel est très intéressante aussi. Il se passe plein de trucs et c'est très sympa à suivre. Le film est limite trop court, en fait, il fait quand même 2h20, ouais. Mais c'est vrai que c'est extrêmement riche. Et moi je me suis dit aussi, c'est typiquement, donc là je fais une critique un peu aussi du coup de vieux con, mais je l'aurais vu étant gamin, toutes ces petites choses qui m'ont un peu perturbé, ça aurait glissé tout seul et ça aurait été le film que j'aurais regardé 150 milliards de fois sûrement. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit sur Pacific Rim, c'est marrant. C'est le film pareil, c'est pour ça que Seb faisait l'analogie, mais Pacific Rim c'est pareil, c'est le genre de film, on aurait vu ça vers 10 ans, on aurait bouffé ça à longueur de journée, quoi. Et on imagine même genre la série dessins animés dérivés que tu aurais regardé le matin ou qui exploite encore cet univers-là. Parce qu'il y a plein de personnages, tu peux faire encore des choses. Bah là, Ernest Cline veut écrire une suite, donc qui sera toujours aussi mal écrite, mais si Spielberg revient pour réaliser la suite, bah au moins ça aurait de la gueule, quoi. On pourra faire une référence à Lost alors, ce petit enculé. Bah, du coup, je vais en profiter parce que je compte quand même aller voir le film, hein, pour vous parler un petit peu de ma vie, mais je parlerai encore un petit peu de ma vie un peu plus tard. Mais donc voilà, j'ai 2-3 questions à vous poser. Bon, vous avez déjà plus ou moins parlé des acteurs. Bon, l'acteur principal, c'est notre ami Ty Sheridan, c'est ça? Ouais. Et donc, Bastien, toi, tu le trouves un peu fade, c'est ça? Ouais. Et, il ressemble à tous ces acteurs de films pour ados, quoi. Mais voilà, est-ce que c'est pas justement quelque chose de voulu pour faciliter le fameux truc de personnification qu'on peut avoir avec le héros du film? Je sais que Seb, toi t'aimes pas du tout cette idée-là, mais je pense que c'est quand même compliqué de passer à côté. Est-ce que du coup il est vraiment, il a des limites ou pas cet acteur? Moi après j'ai lu que Spielberg aurait choisi aussi son casting apparemment avec le budget, à cause du budget en fait, parce qu'ils auraient mis beaucoup d'argent aussi dans les droits de toutes les références. Il faut les payer quand même, les droits d'auteur de tout ça, et notamment les SFX, et donc ils auraient mis un peu moins d'argent au final dans le casting. Et alors faut quand même aussi, je vais quand même rappeler que notre ami Spielberg était engagé sur alors comment c'est le titre français, Robocalypse, Non, ça c'est mort. Ouais, donc ça c'est mort, on est d'accord que ça c'est Michael Bay qui a récupéré le projet apparemment. Voilà, et que donc il a lâché l'affaire pour se reconcentrer sur Ready Player One. Donc ok, est-ce que c'est appelé à avoir une suite ce film ou pas du tout? Bah l'univers est là, tu peux faire 1 milliard de suites, oui. D'accord. Après c'est pas forcément nécessaire, mais... Ouais voilà, après je pense que Spielberg, même s'il a déjà fait plusieurs suites à chacun par exemple pour les Jurassic Park, on sait qu'il aime pas trop faire ça. On va pas citer Indiana Jones non plus, mais surtout qu'il y en aura un 5e, je crois. Oui. Et que tout le monde en tremble d'avance. Et d'ailleurs, quel est son prochain projet à l'ami Steven après ce doublé? Je sais plus si c'est justement Indiana Jones d'abord ou West Side Story, le remake. Ouais, parce que là, effectivement, il a encore quelques projets qui sont sous la main, là, prêts à partir, si j'ai bien compris. Mais ouais, lequel va venir en premier? Parce que c'est vrai que Bastien rappelait qu'il a quand même 71 ans, notre ami Steven, qu'il a commencé extrêmement tôt. Duel, si je me trompe pas, ça doit être 77, donc ça lui fait déjà plus de 40 ans de carrière pour quelqu'un qui en a 70 et qu'il s'est pas ménagé, hein, l'ami Steven. Est-ce qu'on fera une spéciale Steven Spielberg un jour dans Bug? Non, parce que nos amis de Capture Mag, je pense que voilà. Mais il faut quand même dire que c'est le pape du divertissement. Je crois que difficile de contrer ça. En tout cas, on peut aussi saluer quand même, c'est la régularité de sa carrière quand même, parce que je pense qu'il a réussi quand même, le mec, à avoir fait un film hyper important dans chaque décennie, quoi. Un peu le Wes Craven, on disait que Wes Craven, qui était un cinéaste quand même, somme toute plutôt moyen, mais qu'il avait quand même réussi à faire un film d'horreur, un classique par décennie. Et que c'est assez dingue de voir ça quand même. Mais ouais, Spielberg, c'est un, voire plusieurs dans la décennie, ça c'est clair. En plus, il est quand même très fécond.
quand tu vois que cette année il arrive à en sortir 2 à 3 mois d'intervalle, c'est très impressionnant. Je pense que c'est le seul à pouvoir se permettre ce genre de luxe dans le cinéma américain contemporain, quoi. De poste, il l'a fait pendant la post-production de Ready Player One, vu que ça prenait du temps. Ouais. Donc le mec, quand il est occupé à autre chose, ça c'est un peu comme il a fait la liste de Schindler pendant la post-prod de Jurassic Park. Le Jurassic Park, ouais. C'est ça qui en plus qui est dingue, c'est qu'il fait vraiment des grands écarts de stylistique et tonal assez impressionnants, quoi. Jurassic Park, il l'avait fait uniquement pour pouvoir faire la liste de Schindler, d'ailleurs. Ouais, pour financer la liste de Schindler. Ouais, pour avoir Quand tu te dis que le mec, quand il fait un film comme ça, sans grand intérêt au final, il te fait quand même Jurassic Park, le mec. C'est ça. Il va bien te faire foutre le monde, quoi. C'est clair. Venez me chercher. Bon, d'ailleurs, qui sont les équivalents contemporains de Spielberg? Il y a toujours Cameron, on peut dire. Il y a Peter Jackson. Même si pour Jackson, sa carrière est quand même beaucoup moins féconde que Spielberg. Guillermo del Toro, même si lui aussi il alterne quand même des projets de pur divertissement et des trucs plus perso. Mais est-ce qu'il y a des héritiers à Spielberg? Parce que c'est pareil, on cherche toujours des héritiers aux grands cinéastes. Il y a le nouveau Spielberg qui débarque tous les 3 mois. Donc... À peu près. Rappelons notre ami Jeff Nichols, je crois, qui était... Jeff Nichols, le nouveau Spielberg. Le nouveau Spielberg, oui, tout à fait. Bayona, le nouveau Spielberg. Ouais. Est-ce que Christopher Nolan a été le nouveau Spielberg à une époque? Non, lui c'est... Non, mais en tout cas, il a repris un projet de Spielberg, donc un peu quand même. Hein. Il avait repris quoi? Interstellar, à la base, c'était Spielberg. Ah ouais. Eh bien écoute, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Oui, je suis content. Voilà. Donc Ready Player One, vous l'aurez bien compris, gardez vos sous et attendez la sortie en VHS. En DivX. N'oubliez pas d'acheter la BO sur cassette audio pour l'écouter sur votre Walkman. Non, bien entendu, on rigole. Foncez dans les salles. Il vaut toujours mieux dépenser son argent pour aller voir le dernier Spielberg que pour le prochain Agnès Varda. D'accord. Écoute, on devrait faire une spéciale Agnès Varda, justement. Oui, on y songe toujours. Hein, les glaneuses, toujours dans nos cœurs. Et on se ferait tous sur la même coupe de cheveux et tout. Voilà, cette coupe de cheveux que nous appellerons la coupe coquille d'œuf à moitié ouverte. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, messieurs, ou est-ce qu'on fait tout de suite un passage ASMR pour notre auditeur? Pour notre auditeur. Oui, salut à toi. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, Bastien, tu sais ce que c'est de l'ASMR? Non, mais je connais Mesmer qui fait de l'hypnose. C'est pas pareil, je crois. Sébastien, tu sais ce que c'est l'ASMR? Non, j'étais checké sur YouTube en vitesse, mais j'ai pas pu regarder une vidéo puisque j'étais en train de vous parler. Alors, l'ASMR, ce qui est bien, c'est que cette émission part tout de suite en vrille. Donc, c'est une nouvelle mode qui est sur YouTube, entre autres, qui consiste en des vidéos de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui font des bruitages très doux, à des niveaux sonores extrêmement faibles. Et il paraît que ça marche beaucoup. Il y a des gens qui ont déjà des millions d'abonnés sur leur chaîne. Et ça permet aux gens de s'endormir beaucoup plus rapidement, de se détendre. Et ça stimule plein de choses. Apparemment, il y a même je pense que ça dévie relativement souvent sur des trucs à caractère un peu sexuel. Et que donc, voilà, ce sont des bruitages. Genre, c'est comme ça, alors détendez-vous. Vous êtes le meilleur. Vous écoutez Bug, c'est la meilleure émission du monde. Donc voilà, nous avons des voix très sensuelles. Nous adorons Steven Spielberg et Woody Allen. Donc, voilà, c'est le genre de truc. Donc voilà, c'était la petite parenthèse ASMR. Et je tiens à ce qu'on applaudisse. Ah, est-ce que tu aurais ton petit stylo de l'espace, Seb? Il faut que j'aille le chercher parce qu'il n'est pas à côté non plus. On l'entend arriver. Un petit peu d'ASMR Doctor Who, parce que je pense qu'on serait les premiers sur le créneau en France. Eh bien, nous allons donc aborder la deuxième partie de l'émission avec la saison 11 d'X-Files. Bastien aussi, tu vas être encore réquisitionné pour cette partie. Seb, X-Files, non. Je crois que j'ai arrêté à la saison 2. Ah ouais, quand même. J'ai un peu de retard. Et encore, je l'ai pas fini. Putain. Alors, mais est-ce que tu les as découverts bien après, j'imagine? Oh, il y a 4 ans, peut-être. 4-5 ans. C'est ça, donc il y a bien... Après le deuxième film. Voilà. Bon, alors du coup, cette saison 11, on va commencer par faire les présentations. Bonjour, moi c'est Alphonse, toi c'est X-Files, salut.
Qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah écoutez, on va faire un petit peu on va raconter un petit peu sa vie. Il faut préciser que X-Files donc est arrivé en France au mi-temps des années 90 et que donc j'étais particulièrement le cœur de cible et que je me suis pris ça en pleine poire, les amis. Je pense même que ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis acheté le magazine Mad Movies. Donc une couverture affriolante, Fox Mulder, Dana Scully qui affichaient leur minois très attrayant, donc je me suis lancé dedans. Et donc X-Files s'est aussi associé forcément à ces fameuses trilogies du samedi soir d'M6, donc qui nous enquillaient 3 épisodes consécutivement, comme ça, vas-y au débeauté. Et dans des doublages plutôt bons à l'époque, je crois qu'il faut le préciser que les doubleurs des X-Files, ils étaient plutôt pas mal. Je vais téléphoner à Internet. Téléphoner à Internet, avec des téléphones qui faisaient à peu près 15 kilos. C'est vrai que c'est ça. Et voilà, donc il faut quand même rappeler qu'à l'époque, X-Files c'était quand même un truc assez malade. Dans tous les magazines, je pense même que ça avait fait des couvertures genre Télé 7 jours. Enfin voilà, il y avait eu une vague démentielle jusqu'au premier film, jusqu'à la sortie du premier film en France. Les goodies, ça s'arrachait, les casquettes, les t-shirts, enfin voilà, c'est le genre de choses qui a un peu disparu maintenant pour les nouvelles générations. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, c'est pas à moi d'en juger, je m'en fous un peu. Mais bon, donc voilà, c'était très difficile à l'époque de passer à côté d'X-Files et il faut dire que c'était plutôt bien fait, même très bien fait. Ça abordait des thèmes classiques du fantastique. Bon, forcément, il y avait le loup-garou, les vampires et compagnie, et les théories conspirationnistes chères à Chris Carter, même si ça n'apparaissait pas au tout début de la série. Hein, c'est venu un peu sur le tard tout ça. Je pense quand ils ont commencé à tourner en rond au niveau des histoires, ils se sont dit tiens, il va falloir qu'on fasse un vrai fil rouge pour tenir en haleine nos spectateurs, parce que les loners sont très bien, mais ça ne fait pas venir des spectateurs toutes les semaines régulièrement si la qualité baisse. Et donc voilà, et Carter, c'est ça, il s'inspirait d'une vieille série que lui-même avait énormément appréciée, je crois, étant adulte, qui devait s'appeler quelque chose comme The Night Stalker. Je crois que je suis pas sûr qu'il y ait eu une diffusion en France de cette mini-série qui avait dû faire une dizaine d'épisodes et qui, pareil, reprenait des thèmes des thèmes classiques du fantastique mélangés avec des intrigues plus ou moins policières. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans X-Files. Donc voilà, on a le duo d'agents du FBI, donc avec le croyant qui est Fox Mulder et la sceptique Dana Scully. Je vais pas vous faire le topo d'X-Files entièrement, hein, ça serait très long et ça serait pas forcément très intéressant. Ce que je peux vous rajouter sur mon ressenti, c'est que j'ai jamais été particulièrement très fan justement du fil rouge et des théories conspirationnistes de X-Files. Disons que toute la partie avec la sœur de Mulder jusqu'à ce que il enquête sur la disparition de sa sœur et compagnie, je trouvais ça extrêmement bien tenu et compagnie. Une fois qu'on a commencé à partir dans des délires avec repeuplement de la Terre par des femmes enlevées, plus ou moins fécondées par des extraterrestres, je trouvais que ça partait relativement en vrille et que malheureusement ça commençait à se déliter fortement. Après la sortie du premier film, qui, mine de rien, était un divertissement plutôt honnête, même si loin des standards de qualité de la série, on va dire que la passion est un petit peu retombée. David Duchovny a été le premier à quitter la série, remplacé par notre ami Robert Patrick, alias le T-1000 de Terminator, à partir de la saison 7, je crois, 6 ou 7. Ensuite, Gillian Anderson aussi a quitté la série, remplacé par la délicieuse Anna Besguich, à tes souhaits. De rien. Et il y a eu l'arrêt après la saison 9 qui s'est terminée, alors 2001 peut-être, non, après, hein, Bastien, la saison 9, la diffusion. Ouais, ça doit être ça, hein, 2001-2002. Ouais. Donc il y a eu quand même un hiatus d'une bonne, pas loin de 15 ans, hein, parce que la saison 10 a été diffusée l'an dernier. Et donc nous revoici avec la saison 11 qui est supposément être la dernière, puisqu'apparemment Gillian Anderson a annoncé qu'elle ne tournerait plus jamais, au grand jamais, de X-Files. Et j'ai envie de lui dire, au vu de la qualité des scripts de cette saison 11, Gillian, vas-y, prends tes clics et tes claques et barre-toi vite de cette merde. Parce que voilà, il n'y a pas d'autre mot, cette saison 11 est une véritable merde audiovisuelle, comme rarement il m'a été donné d'en voir. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de prendre des faciales
pendant une petite dizaine d'épisodes, autant changer de pseudo et vous lancer dans une carrière rémunérée, parce que là, on n'est pas payé pour ça, j'ai envie de dire, on se fait chier à la gueule pendant quelques épisodes, on se fait quand même traiter plus ou moins de débile profond en disant que vous n'avez pas su évoluer et compagnie, que de toute façon c'est notre bébé et qu'on en fait ce qu'on vous veut, on vous crotte, que je pense que Chris Carter, et je pense qu'il n'est pas tout seul, notre ami Darin Morgan qui était un des scénaristes historiques de la série et qui là a écrit plusieurs scénarios pour cette saison 11 et en a réalisé quelques-uns, et aussi pas mal responsable de cette chose en disant que bah voilà, les mecs font ce qu'ils veulent, que le public de toute façon on l'écoute pas, on fait ce qu'on veut, la mythologie d'X-Files c'est nous qui la dirigeons de A à Z, et bah bravo les gars, regardez ce que vous avez fait cette année, franchement c'est de la merde absolue. Vous avez pris ce qui faisait le sel d'X-Files et vous, clairement, vous avez craché dessus. Vous en avez fait une sorte de soap opéra pour un midinette, mais ménopausée en plus, une des midinettes, voilà, c'est complètement débile, j'ai envie de dire. Je vais spoiler parce que j'ai pas envie de vous infliger ça, chers auditeurs. Donc, dans cette saison 11, le fils de Dana et de Fox, qui s'appelle William, dans le premier épisode de cette saison, vous apprendrez que Fox n'est pas son père, mais que son véritable père est l'homme à la cigarette, qui est donc plus que grabataire et mort aussi à peu près 36 fois au cours des saisons précédentes, et qu'il a fécondé Scully au cours d'un week-end d'intégration au FBI, qui a mal tourné, et qui... Qui a mal tourné, c'est-à-dire elle s'est faite violer ou quoi? Eh ben, écoute, non. Le mystère est un peu complet. Je pense qu'elle a eu un moment d'oubli. Et le père, l'homme à la cigarette, l'a fécondé avec on ne sait pas trop comment. Enfin, je ne veux pas savoir. En fait. Il y avait beaucoup de cigarettes ce soir-là. Il y avait beaucoup de fumée. Tu viens plus aux soirées? Et là, malheureusement, elle était venue. Et donc voilà, c'est ce genre de révélation qui, dès le premier épisode de cette saison 11, qui, je tiens à le dire, a été... Enfin, voilà, c'est certainement une des plus grosses croûtes que j'ai vues de ces dernières années. Je veux dire, j'en avais parlé sur Twitter, mais on a l'impression que c'est Jean-Marie Poiret qui a réalisé et monté ça. Enfin, ça a ni queue ni tête. Le rythme, il est complètement... Les mecs, ils se rendent bien compte qu'ils sont à la masse, et donc ils essaient d'envoyer des informations le plus vite possible, et sans aucune comment dirais-je, cohérence. Voilà, ils balancent des trucs et on voit que les mecs naviguent complètement à vue, parce que donc en plus dans le premier épisode de cette saison 11 on instaure de nouveaux personnages, dont un joué par Barbara Hershey, coucou l'emprise, Synergy Fury, les années classiques 80. Donc il y a deux personnages qui sont plus ou moins qui veulent coloniser une planète dans l'espace, si j'ai bien compris. Donc on les revoit dans l'épisode 11 et ils se font buter, mais genre au bout de 20 secondes. Donc on a introduit des nouveaux personnages pour 2 séquences, littéralement, et qui n'apportent strictement rien à la série. Donc les mecs, tu peux même pas dire qu'ils avaient une vue d'ensemble sur cette saison-là, parce que ça n'en donne pas du tout l'impression. Et voilà. Donc contrairement à la saison 10, qui était quand même très pénible, et dont je n'ai quasiment plus aucun souvenir aujourd'hui, parce que voilà, là aujourd'hui j'aurais des souvenirs de cette saison 11, mais des souvenirs de merde, parce que ça a été pénible. Et alors, il y a un épisode que je conserverai dans cette saison, qui doit être le 8e, je crois. Hey. Donc c'est le même, Bastien. Celui de la marionnette. Celui de la marionnette. Celui de la marionnette avec qui se passe dans une forêt, dans un petit village. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi je garde cet épisode-là, parce que c'est un épisode qui renoue avec l'esprit originel des X-Files. Et d'ailleurs, alors chose intéressante, je ne sais pas si tu l'avais remarqué, Bastien, mais alors dans tous les génériques de cette année, au moment de la dernière image, à l'époque des années de gloire d'X-Files, c'était toujours The Truth is out there. Et voilà, l'épisode commençait. Et bien là, cette année, on avait toujours une phrase à la con rajoutée ou qui remplaçait carrément. Sauf pour cet épisode 8, où ils ont remis le The Truth is out there. Donc les mecs sont conscients eux-mêmes qu'ils avaient fait un épisode qui renouait avec la veine avec la veine originelle des X-Files. Donc comme quoi, les mecs, s'ils avaient voulu, ils auraient pu en faire plusieurs. Et d'ailleurs, le scénariste de cet épisode, ou la scénariste, c'est quelqu'un qui est totalement indépendante de l'équipe. C'est quelqu'un qu'on n'avait jamais vu avant, et qui, je pense, n'a écrit que cet épisode-là. Et qui est d'ailleurs, franchement, qui est très bon, parce que Scully et Mulder arrivent dans un petit patelin, tombent sur une peuplade plus ou moins accueillante. Ben, voilà, c'est quelque chose, on est en terrain connu des X-Files.
Donc est-ce que Carter et Morgan veulent nous dire que voilà, s'ils avaient voulu, ils auraient pu nous redonner ce qu'on voulait, ce qu'on était venu chercher dans X-Files, mais que eux voulaient proposer autre chose au risque de se tromper? Je pense que oui, mais alors que malheureusement ils se gourrent totalement. Et pour conclure, pour appuyer un peu mon propos et pour montrer que Carter, mine de rien, est quand même conscient de qu'il a un aveu d'échec à peu près total sur ces saisons, c'est la fin de l'épisode 10 donc, de cette saison, qui est supposé être donc le grand final des X-Files. Final qui a dû certainement être tourné avec à peu près 5 € de budget. Le fils de Mulder et Scully se fait buter. Non, c'est pas le fils de Mulder. Oui, enfin de l'homme à la cigarette, effectivement. Et T'as de vu, j'ai Scully. suivi. Ouais, bravo. D'ailleurs, on ne sait même pas d'ailleurs si c'est vrai tout ça. Mais bon, voilà. Et Scully nous fait tout un speech en parlant de son fils, en disant oui, c'est pas mon fils, c'était une expérience et compagnie. Et à travers ce discours, j'ai l'impression d'entendre Carter parler de sa série, en disant ouais, ok, au départ, je voulais faire un truc comme ça, et qu'au final, j'ai pas su m'en occuper, que ça m'a un peu échappé, et qu'au final, je le renie. Voilà, tu vois de quoi je parle ou pas, Bastien? Et du coup, moi, je ressens ça comme ça. Et donc, il y a ça. Et à la rigueur, ça se tient complètement. Sauf que le tout dernier plan de la série, je vous le donne en mille, c'est l'espèce de grand couillon de fils qui ressort de la flotte. Donc, il n'est pas mort. Et voilà, je vous donne l'exemple, un exemple parmi tant d'autres, mais cette série, c'est du couillon. On a un épisode qui est un peu dans l'esprit Black Mirror avec la technologie. Oh là là, grand méchant, regardez, si on fait pas attention, le monde va être dirigé par des robots et nous on pourra plus rien faire. On en est à ce degré de connerie. Et ce degré de vieux con, de discours de vieux con qui fait peur, parce qu'au moins les épisodes de Black Mirror, c'est pas que ça, c'est pas que la technologie, il faut faire attention et compagnie, c'est que l'humain, quand il s'en sert mal, voilà, on en a déjà parlé. Là, dans l'épisode X-Files, c'est que ça, c'est que la technologie, elle se dérègle toute seule, les voitures sans chauffeur, oulala, ça roule trop vite, on va avoir des accidents et compagnie. Non mais s'il vous plaît, quoi. C'est d'une tristesse. Et pareil, j'en avais parlé, je crois sur Twitter, mais quand on regarde X-Files et qu'on a aimé X-Files comme je l'ai aimé à une époque, on a limite les poings serrés en regardant ces épisodes, avec les larmes qui nous montent aux yeux, en disant mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre truc, quoi. Alors certes c'est pas notre truc, mais putain, sans nous il n'y aurait jamais eu autant de trucs X-Files et compagnie. Donc ils auraient quand même pu faire un peu, pas de fanservice parce que j'aime pas ce terme, et que y a des gens qui arrivent à faire du fanservice en faisant quelque chose de très intelligent, en respectant tout le monde. Et là c'est pas le cas, putain, c'est Mitch Pileggi, on dirait un putain de nain de jardin d'1m80 avec son collier de barbe et compagnie. Franchement on dirait Robert Hue. L'épisode avec Haley Joel Osment, c'est pour faire quoi? C'est pour nous présenter un peu le personnage de Skinner, justement. Putain, ça fait 11 saisons qu'on le suit, on commence à le connaître un peu, le bonhomme, quoi. Enfin, franchement, alors, voilà. Ce qui est aussi parlant, c'est que cette saison 11, pour le profane d'X-Files, le mec va être complètement largué. Et pour les amoureux éternels, si t'as ne serait-ce qu'un peu de jugeote, un peu de bon goût, tu vas trouver ça complètement minable. Et putain, s'il vous plaît, laissez le cadavre refroidir, n'y touchez plus jamais, quoi. Laissez-nous au moins ça, parce que là maintenant vous l'avez déjà bien salopé et c'est pas la peine d'y retoucher, quoi. Bah écoute, moi je vais te rejoindre forcément sur ce que tu as dit. J'ai noté sur ma petite feuille aucune vision. C'est ce que j'ai ressenti moi durant toute la saison. Tu parlais du cas William, mais ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il y a encore une petite pirouette finale, c'est que donc on apprend aussi que Dana attend un nouveau bébé et que normalement Mulder est bien le père ce coup-ci. Qui lui dit mais c'est impossible. Sachant que pendant toute la saison, il faut préciser que Dana se pose beaucoup de questions en se demandant si elle est toujours belle, voilà, qu'elle pourra peut-être plus avoir d'enfants et compagnie, elle se pose ce genre de questions, alors que putain, c'est Gillian Anderson, quand même, merde. Et donc normalement elle est maintenant stérile, elle a plus de 50 balais, et donc ce n'est pas possible, mais en fait on lui refait faire un gamin exactement comme le cas William à l'époque, donc on fait 3 pas en arrière, on fait 2 pas en avant, on fait 3 pas en arrière. Donc il n'y a aucune vision d'ensemble de tout le truc. Et tu le sens que même Chris Carter, je lisais un petit peu justement des interviews de lui,
à propos de cette saison, et où le mec, quand il répond aux questions justement sur ce final, il fait oui, bah il y a une possibilité, bah tu sais, il est peut-être pas vraiment mort, mais genre on se garde sous le coude au cas où, parce que du coup à la fin de cet épisode, tout le monde est plus ou moins mort, mais tout le monde peut être plus ou moins vivant aussi. C'est exactement ça. Parce que Skinner se fait écraser par une voiture, mais tu le vois pas vraiment mort, l'homme à la cigarette se fait tirer dessus, tout ça. Donc c'est oui, il y a une possibilité, donc tu te dis les mecs ne savent pas du tout où ils vont et ce qu'ils font. Mais est-ce que, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'à l'époque, avant le revival, quelqu'un vient de décéder, mais c'est pas grave, Chris Carter voulait que X-Files s'arrête, mais la Fox lui a dit non, on va continuer sans toi, et du coup Chris Carter était resté. Je crois qu'il y a eu ça, ouais. Effectivement, il y a eu ça à une époque, mais alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui les a poussés à revenir? Bah justement, c'est ça que je me dis, c'est que maintenant il revient parce qu'en fait, il fait partie de ce clan de mecs qui ont fait un truc génial, et puis derrière, ils ont jamais réussi à enchaîner sur quoi que ce soit d'intéressant, et du coup, il va faire réutiliser son truc ad vitam aeternam, quoi. Et c'est très dommage pour Carter parce que je crois qu'on en a déjà parlé, mais il avait lancé donc d'autres séries, dont Millennium, qui était absolument génial, mais qui était beaucoup trop en avance sur son temps et qui avait peut-être 4-5 ans d'avance par rapport au ton de la série qui était très noir, très désespéré. Si vous voulez noter quelque part sur un coin de feuille, les auditeurs, Millennium, la série avec Lance Henriksen, donc ça te fait 3 saisons. Les 2 premières sont absolument magistrales, la 3e est malheureusement moins bonne, mais alors le final de la saison 2, c'est d'une puissance apocalyptique comme vous en avez rarement vu, ne serait-ce qu'au cinéma et encore moins en série télé. Moi je suis un grand fan de Millennium, la musique de Mark Snow est aux petits oignons. Et voilà, Carter malheureusement a été bouffé par sa création, et effectivement après X-Files il n'a jamais su rebondir. Accompagné de succès, tout ce qu'il a lancé derrière s'est planté. Il avait fait aussi une série de Lone Gunmen avec 3 personnages qu'on retrouvait dans X-Files qui a tenu une saison. Il a fait une autre série sur la réalité virtuelle donc je pense qu'aussi à l'époque c'était beaucoup trop en avance sur son temps, qui s'appelait Archrealm. Et depuis, je crois qu'après il n'a rien fait, il n'a rien tenté, aucun projet n'a pu aboutir. Et c'est dommage que du coup il se soit un peu laissé enfermer là-dedans, mais il n'était pas obligé de retoucher à X-Files, quoi. Je veux dire, Duchovny sortait de Californication, ça marchait bien. Gillian Anderson a commencé à revenir avec des projets qui étaient quand même de plutôt bonne qualité, et c'est pareil. Donc je pense qu'il y a de ça. Je pense que comme ils se sont dit que les 2 acteurs principaux revenaient un peu bankable, ils se sont dit allez, on va essayer de tirer quelques bifetons à nos amis trentenaires qui maintenant ont un peu de pouvoir d'achat, et on va relancer ça, et on verra ce que ça vaudra, et on voit ce que ça vaut, quoi. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils reviennent, et en plus tout le monde l'a remarqué, c'est que les 2 acteurs n'ont quasiment rien à péter de ce qu'ils sont en train de jouer, quand même, du Covid. Mais c'est incroyable, c'est incroyable de voir à quel point ils en ont rien à battre. Et c'est vrai que c'en est flippant, parce que on se rend bien compte qu'ils sont là pour toucher le chèque, et puis voilà, mais que et ce qui est dommage, c'est que Gillian au moins apparemment elle dit stop, mais Duchovny t'as l'impression qu'il peut faire ça en roue libre pendant 10 ans, quoi, et que ça va pas le déranger le moins du monde. Après, j'avais noté comme toi donc l'épisode 8 était un petit peu plus intéressant que les autres, parce qu'en plus on retrouvait donc aussi ces côtés effrayants avec des images qui marquent, notamment avec parce que ça joue sur les peurs d'enfance. Il y a l'espèce de Teletubbies refait, mais pour te faire flipper et tout. Et ça, c'est le genre de truc que tu aurais pu voir plus jeune, qui t'aurait marqué les rétines. Après, la fin de l'épisode, je l'ai trouvé que ça partait un petit peu en sucette, mais sinon, c'est vrai que l'ambiance était bien cool. Mais après, moi, ce qui m'a le plus perturbé dans toute la saison, c'est que justement, la saison 10 avait déjà été décriée, et donc Carter avait promis de revenir un petit peu pour faire plaisir aux fans avec cette saison 11, en faisant un petit peu moins d'épisodes mythologiques et en faisant donc plus de l'honneurs. Parce que donc là, par le premier et le dernier, et puis un petit peu un épisode en moitié de saison, ce sont que des l'honneurs sinon. Ouais, effectivement. Et moi, ce qui m'a perturbé, donc, c'est dans les épisodes en fait qui concernent la mythologie, c'est qu'en fait tout l'aspect extraterrestre de la série est en fait très en retrait, je trouve, maintenant, au profit plutôt d'une conspiration humaine qui renvoie à des trucs d'une banalité affligeante, puisqu'on y parle d'extinction de la race humaine,
et tout le frutti avec on va repeupler sur une autre planète. T'as l'impression de voir des, je sais pas, Wayward Pines ou n'importe quelle série SF lambda. Mais même ça, on s'en fout, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun moment où on a l'impression, enfin, on a une impression de réalité de cette menace. C'est clair. C'est que ça va tellement vite que les mecs, ils sont obligés d'aller enfin, et pareil, il y a un autre aveu d'impuissance, c'est que dans l'intro du dernier épisode, c'est la présentation de William. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on nous fait un résumé de la vie de William, alors que c'est un personnage qu'on connaît dont on connaît l'existence depuis quelques saisons. Et c'est que là, on nous fait on nous fait un résumé de sa vie en 3 minutes, quoi. Ouais. Putain, sérieusement, quoi. Et comme tu dis, ouais, ça a aucune ampleur parce qu'on parle quand même d'extinction de l'humanité. Et en fait, t'as l'impression que ça concerne juste 3-4 personnes dans un bureau. T'as aucune dimension de chaos ou c'est extrêmement pauvre et kitsch. Mais ouais, mais le dernier épisode, il y a un manque de, enfin, sur toute cette saison, j'ai envie de dire même, il y a un manque de budget qui est flagrant, quoi. C'est dingue. Bon, alors, X-Files n'a jamais été un truc démesuré avec des effets spéciaux et des explosions partout, même s'ils ont eu tendance à faire ça dans les films. Mais le dernier épisode est pitoyable, quoi. Il y a une voiture qui roule dans une ruelle étroite. Je crois que c'est le seul truc d'action qui se passe et voilà, donc qui écrase supposément Skinner et je pense pas parce qu'il trébuche avant de se faire écraser, donc on peut supposer qu'il passe entre les roues, quoi. Franchement, c'est nanar au possible et pas nanar rigolo, c'est nanar triste, quoi. Et le problème, c'est que c'est le moment où Carter a voulu donner trop de clés. Quand il n'y a plus de mystère, ça tombe forcément à l'eau quand tu te dis bah, tout ça pour ça, quand tu as des explications. Il faut garder, moi, je trouve toujours une place à l'imaginaire, à l'inexplicable pour interpréter. Là, ça se raccroche en plus à des trucs ultra déjà connus, des récits qu'on en a bouffé dans d'autres trucs. Là, en plus, la série bouffe vraiment aussi à tous les râteliers. Et Carter, tu sens qu'il essaye de faire plaisir en fait un petit peu à tout le monde, avec des coups de nostalgie, avec faire venir les Lone Gunmen, mais au final il y a rien qui fonctionne. Si tout à l'heure on avait le film de vieux cons, là on a en fait la série de vieux tout court, quoi. Tu sens qu'ils sont plus dans le coup, les mecs, quoi. Ouais, et puis franchement, voilà ce qui m'a gêné aussi, donc je leur dis, mais j'ai vraiment l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule, quoi. On nous a dit ouais bah voilà, on fait ce qu'on veut, on vous emmerde, quoi. Et c'est ça qui m'a gêné aussi dans certains épisodes. L'épisode, je crois que c'est le 3 ou 4, avec l'espèce d'illuminé conspirationniste qui voit dans le parking. Tu vois de quel épisode je parle là, c'est ou pas? Il voit une espèce de mec à chaque fois dans un parking et qui leur raconte n'importe quoi. Et dans cet épisode-là, Dana, elle est toujours... On parle de gorge profonde et compagnie, c'est ça? Ouais, enfin voilà, il y a plein de trucs. Et en gros, au final, c'est mais putain, vous êtes des gogoles, les spectateurs. Franchement, moi j'ai eu cette impression-là et c'est... fuck off, quoi. Ouais. C'est bon, t'as donné envie de la voir. Ouais, à mort, je vais commencer directement, je vais profiter d'avoir congé demain et je vais me taper tout ça avec grand plaisir. Et si j'ai pas fini, je n'irai pas travailler mardi. Elle commence directement par la saison 11 et revient justement, fais tout en arrière, commence par la saison jusqu'à la saison 1. Bah évidemment. De voir tous ces téléphones qui vont rétrécir de taille et compagnie. Ça fait du bien quand même de parler un peu de toute cette haine qui m'avait assailli en regardant cette série cette saison de merde. Après, je vais être tout à fait honnête, je me suis refait la saison 1 il n'y a pas si longtemps que ça. C'était mieux dans mon souvenir. C'est pour ça en fait que j'ai fini par abandonner le truc, quoi. Ça a un peu vieilli, quoi. Je pense que voilà, c'est ça. C'est que en plus, il faut préciser que les épisodes font 40 minutes, donc t'as pas tout le temps pour raconter tout ce que tu veux, et que du coup le schéma de chaque épisode était quand même, c'était identique, quoi. À chaque fois, on partait du mystère. On sait pas. Dana, non, c'est pas ça, c'est pas un truc surnaturel. Mulder, si, c'est un truc surnaturel, Dana est confrontée au truc. Ah bah oui, c'est peut-être un truc surnaturel. Finalement, t'avais raison. Et paf, résolution de l'épisode. Ok, à l'époque, ça marchait pas bien, ça marchait très bien. On kiffait, on avait des sueurs froides, tout ce que vous voulez. À revoir maintenant, tous les épisodes sont pas exceptionnels. Il en reste encore des très bons. Le légendaire Tooms, ça reste toujours des grands moments de télé.
Mais j'ai en tête des épisodes où, par exemple, c'est carrément un immeuble qui est devenu fou, avec des ascenseurs qui écrasent des gens et compagnie. Enfin, malheureusement, ça a un petit peu vieilli. Après, faut pas renier, X-Files, ça a été une grande étape de la série télé américaine, à l'époque où c'était un peu le creux de la vague, et que ça a permis en France, justement, de redonner des lettres de noblesse à ça. Et on a bien kiffé, et aujourd'hui, maintenant, il faut arrêter de toucher à ça et s'occuper de ce qui en vaut encore la peine aujourd'hui. Et Chris Carter, tu peux reprendre ta retraite, et on t'en voudra pas, gars. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de l'émission, messieurs. Ouais. On a dépassé l'heure maintenant, donc on peut aborder d'autres sujets en toute sérénité. Et du coup, alors, c'est quoi le dernier porno que vous avez regardé? Eh ben, justement, t'es pas très loin de la chose dont je voulais vous parler. Je voulais vous poser la question, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle mode dans le cinéma pour adultes, qui consiste maintenant à ne filmer que les corps en plan fixe, sans jamais montrer le visage des acteurs, des interprètes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'apprends quelque chose, j'étais pas au courant. Même des femmes. Ah, les deux. Ah oui, maintenant on a le corps pour le corps. Ah, écoute, c'est de la merde, alors j'imagine. Eh ben écoutez, donc voilà, j'ai été mis au courant par des amis qui... Ouais, tes amis. On voit pas quand tu fais les air quotes. Et donc maintenant c'est ça, c'est un plan fixe, un appartement de type bourgeois, mais apparemment c'est quelque chose de très français, hein. Je suis pas sûr que les Américains, pourtant qui ont un côté très clinique quand ils s'attardent là-dessus. Donc là, nos amis français, ils font des plans fixes, et donc avec des cadres très serrés, puisqu'on n'a vraiment pas la tête, ni du monsieur ni de la dame. Et donc on a la performance in extenso, sans montage ni quoi que ce soit. Et ça marche du feu de Dieu, donc on peut le dire, c'est pas bien. Oui, moi qui suis un grand consommateur de porno, je veux dire, j'ai fait une étude sur le porno, c'est pour ça que je regarde, hein, c'est pas... On est tous des thésards. C'est une idée qui ne me plaît que très moyennement, quoi. Ça, c'est des plans fixes, il n'y a rien d'autre, quoi. Ah non. C'est comme les sextapes pourris qu'on fait et qu'on regarde et puis on se dit, putain, mais c'est à ça que ça ressemble mon trou du cul. Voilà. Donc non, c'est pas... On C'est est de la bien fainéantise, ça, encore. On est bien d'accord, et apparemment ça marche pas mal. Alors effectivement, après, les corps filmés sont des corps très musclés, très fins et compagnie, des corps parfaits, comme on en voit dans les comme on en voit dans les publicités, mais c'est très déshumanisant, je trouve, et je pense que Christine Angot n'approuverait pas. Christine Angot, elle doit pleurer en ce moment. Ça doit être violent. Je crois qu'elle a même quitté le plateau. Encore? Ouais, écoute, elle était dans mon salon, assise derrière moi, et depuis que tu as commencé à mentionner ça, elle a commencé à sangloter, elle est partie, je ne sais pas où elle est, je vais aller la chercher. Et Bastien, toi qui fais partie du milieu... ouais, ça m'attriste beaucoup, mais après ça va peut-être permettre à d'autres réalisateurs de rejoindre un peu le milieu, genre Michael Haneke ou même Lynch qui faisait des plans fixes de 4 minutes dans la dernière saison de Twin Peaks. Vont peut-être trouver leur créneau du coup dans cette nouvelle forme de cinéma. D'ailleurs, on peut parler aussi en parlant de ça, de notre ami, un activiste politique, je crois, qui donc est-ce que vous voyez de quoi je parle, messieurs, qui s'est lancé dans le cinéma pour adultes avec sa copine, alors un mec qui s'appelle Usul ou je sais pas quoi, comme ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on en est arrivé à ce genre de truc. C'est quoi ce nom? On dirait genre Pazouzou. 36K Usul. C'est un démon dans l'Exorciste. Alors qu'est-ce qu'il y a, Christine? Non mais c'est pas. Non mais il disait pas ça contre toi, mais arrête de tout. Christine, arrête. Non, lâche ce couteau, Christine. Arrête. Yann Moix, un petit poème, Yann Moix peut-être? Ouais, je viens d'écrire ça dans ma loge. C'était pas prévu. J'ai griffonné, mais. Usul. Putain, il y a Christine qui s'est ouvert les veines, il n'y a pas de sang qui coule. Comment ça se fait? C'est un dieu. La vache. C'est bizarre. Est-ce que Christine pourrait nous parler de sa relation avec Doc Gineco, alias Bruno? Écoutez, bon, alors... Il y a des choses dont on ne peut pas parler publiquement. Bon, alors... Voilà, moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui nous regardent et des choses qui ne nous regardent pas. Et je pense que votre plan B, c'était Bug. Et que personne n'a vraiment envie de travailler pour Bug. Bon, voilà... Je pense que si les gens... écoutez, vous m'énervez, je vais aller dans ma loge. Une petite imitation de Laurent Ruquier, Bastien, peut-être. Elle est aussi bien que celle de Patrick Bruel, c'est
Bon, eh bien écoutez, je pense que nous allons terminer cette émission là-dessus, à moins que vous vouliez aborder d'autres choses, messieurs. On va peut-être falloir rappeler écoute. les comptes Twitter surtout, je pense. Voilà, exactement, j'allais bien entendu conclure. Parce que Bastien a l'émission travaillé par là. 2 fois quand même pour cette émission, alors faites Donc, pas chier. donc comme Bastien vient de le dire, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, sur Vero, sur Mastodon et compagnie. Bientôt Et sur Pornhub. Bien sûr, et bientôt sur iTunes, on lâche pas l'affaire. Poisson d'avril. Donc sur Twitter, Bug le podcast, c'est le compte de l'émission. Vous pouvez retrouver Seb sur le nom de Grumpy Seb, et vous pouvez me retrouver sous le Cette nom fois, de c'est Cri-Cri d'amour aussi. Oh, c'est trop mignon. Et Alphonse Dadet pour ma part. Et Bastien, ton compte Twitter? Vous pouvez me retrouver donc sous le nom de Danny Wilde, sauf que je ne suis pas accompagné par Lord Brett Sinclair, mais par des jolies petites pépées siliconées, accompagnées par Aubrey Sinclair à la limite. Donc, Et Laure Sinclair. et Laure Sinclair. Tapez Danny, Après Sinclair, elle est bien, hein, puisqu'on parlait porno. J'aime bien. tapez Danny Wilde dans vos moteurs de recherche pour me contacter. Je vous répondrai avec beaucoup de tendresse. Amicalement vôtre. Bravo. C'est toujours bien cette petite blague de conclusion, on apprécie. J'ai l'impression de faire maintenant une chronique carrément sur France Inter avec la musique derrière. Putain, ça devient produit cette émission, les gars. Waouh, on va pouvoir réclamer bientôt de l'argent à notre auditeur. J'espère. Merci Julie. Mais- L'heure peut-être. Mais des sous de côté, garçon, on va avoir besoin de toi. Ben écoutez, sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et à dans 15 jours avec un programme qui s'intitule, enfin, qui s'annonce encore réjouissant parce que Seb nous prépare une spéciale Marvel qui Ouais. durera à peu près 3h15. Donc on aura Voilà. tous les Et films du Kevin studio. revient en Belgique en vacances. C'est prévu, donc préparer une émission. D'ailleurs, Universal va encore gueuler parce qu'on va encore faire la pub à Disney, mais notre ami Kevin Feige sera de retour d'ici 2 semaines. Ouais, on a hâte. Voilà, donc on vous embrasse bien fort et allez voir de bons films, Ready Player One par exemple, et regardez de bonnes séries sur tout ce que vous pouvez, les internets et compagnie. À bientôt. Tchou tchou Allez. tchou.